Modélisation de ce qu'on appelle modélisation des appuis élastiques. La modélisation des appuis élastiques peut être pour un appui ponctuel, peut être un appui linéaire et peut être aussi un appui surfacique. Bon, la modélisation pour les appuis élastiques, la difficulté, c'est comment convertir un état physique à un modèle numérique sur robot. C'est ça la difficulté pour la modélisation des appuis élastiques, c'est-à-dire quand est-ce qu'un appui, on dit qu'on le modélise par un appui rigide ou un appui élastique. L'idée est très simple. Quand on a une interaction entre un milieu souple et un milieu rigide, cette interaction, on peut la modéliser, c'est-à-dire le milieu souple, on peut le modéliser par un appui élastique. Un appui élastique, c'est quoi? C'est que le milieu souple, il est modélisé ou il est converti, il est remplacé par un ressort. Ce ressort-là, il est caractérisé par une raideur. Cette raideur, elle dépend du milieu élastique. Nous donnons à titre d'exemple les cas très courants où on utilise la méthode, la modélisation par appui élastique. Je prends le cas de cette semelle. La semelle, donc, elle est sollicitée par des charges de la superstructure et elle est posée sur le sol. Maintenant, comment modéliser tout ça? Il y a l'approche automatique qui est un petit peu compliquée, c'est quoi? Qui consiste à modéliser le sol, c'est pas aussi simple, et aussi modéliser la semelle. Mais la deuxième approche, c'est quoi? C'est qui consiste à enlever la structure du sol et la remplacer par des ressorts caractérisés par des raideurs, tels que ces raideurs dépendent des caractéristiques du sol. Automatiquement, un sable n'aura pas les mêmes réactions qu'une argile ou qu'un autre type de sol. Un autre exemple pour l'utilisation des appuis élastiques, c'est le cas des murs de soutènement. Ça, c'est une conception donnée, bon, on peut avoir plusieurs conceptions. Là, on peut modéliser le mur de soutènement par des éléments soit barres, soit panneaux ou autres, et le sol, on le modélise aussi. Mais la méthode sur robot, ça ne se passe pas comme ça. C'est que la méthode consiste à modéliser ma structure le plus normalement du monde et remplacer le sol par un appui élastique où on a dit, donc, c'est des ressorts caractérisés par des raideurs, et ces raideurs dépendent principalement de la nature du sol. Le cas, par exemple, des pieux, on peut aussi utiliser la méthode des appuis élastiques. Pourquoi? C'est premièrement pour modéliser la pointe, on peut utiliser l'option appui élastique, et pour modéliser que ce soit le frottement positif, négatif, horizontal ou vertical aussi, on peut utiliser l'outil appui élastique. Maintenant, la question qui se pose généralement, et les difficultés généralement, c'est où? C'est que pour des semelles ou pour des ouvrages simples, les investigations généralement ne sont pas très approfondies. On trouve généralement soit c'est des essais au pénétromètre dynamique, soit c'est des essais au laboratoire simplifié, et pas, par exemple, on trouve pas des essais en pression et tout. Bon, pour les pieux peut-être, mais pour les semelles généralement isolées et les murs de soutènement, les gens font généralement des essais pour ce qu'on appelle pénétromètre dynamique, où ils nous donnent un niveau donné la contrainte du sol, ou aussi pour les semelles. Mais ils ne font pas généralement des essais très poussés pour des ouvrages simples, en disant que ces essais sont coûteux et c'est-à-dire que c'est pas rentable de les faire par les murs de soutènement, malgré que c'est nécessaire pour avoir des résultats fiables. Donc, c'est pour cette raison l'ingénieur toujours pose la question: quelle est la corrélation entre les essais, entre les essais géotechniques et le coefficient ou la raideur des ressorts? C'est ce qu'on appelle le coefficient de réaction. C'est-à-dire quels sont les paramètres géotechniques qui peuvent nous permettre de déterminer le coefficient, ce qu'on appelle coefficient de réaction ou la raideur du ressort pour l'appui élastique. Donc pour cela, nous avons deux méthodes généralement connues. C'est des méthodes proposé au niveau du fascicule 62 titre 5, je pense l'annexe F1. Bon, ces méthodes, nous avons premièrement la méthode, ce qu'on appelle la méthode aux essais pressiométriques, qui consiste à calculer le coefficient KV, qui représente la raideur du ressort et qui représente aussi ce qu'on appelle le coefficient de réaction, qui dépend de plusieurs paramètres, à savoir la largeur de la fondation, si c'est une fondation superficielle, la longueur de la fondation et le rapport largeur-longueur, ainsi que un paramètre alpha.
et un autre paramètre B0. Donc tout ça, B0, alpha, ainsi que L sur B, gamma C et gamma D, tout ça c'est des paramètres géométriques et qui ne dépendent pas des essais géotechniques. Donc le seul paramètre qui dépend des essais géotechniques, c'est ce qu'on appelle le EM. Le EM c'est quoi? C'est le module pressiométrique. Donc pour déterminer le coefficient de réaction, la première méthode, il faut déjà déterminer le module pressiométrique. Donc pour déterminer le module pressiométrique, il faut faire les essais pressiométriques. Et on a dit que généralement, notamment pour des ouvrages simples, faire des essais pressiométriques, les gens évitent de le faire, ils font uniquement des essais au laboratoire, comme j'ai déjà dit. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode par les essais au laboratoire. Cette méthode, la formule, elle est un petit peu simplifiée par rapport à la formule du fascicule, par rapport à la formule donnée par le pressiomètre. Donc, il consiste à donner le coefficient de réaction ou la raideur en fonction du module de sol, le E-sol. Le module de sol et aussi en fonction de la largeur et de la longueur. Donc le module du sol, il est donné dans le rapport géotechnique par les essais au laboratoire. L et B, donc c'est des dimensions géométriques. Donc ça, c'est les deux formules qui nous permettent de déterminer le coefficient de réaction ou la raideur qu'on va voir par la suite au niveau du logiciel robot. Très bien. Reprenons maintenant notre logiciel. Donc on a vu un petit peu quand est-ce qu'on utilise l'appui élastique et quelles sont les deux méthodes de calcul. Donc très bien, je prends à titre d'exemple une barre comme ça pour une section donnée. Dans le plan XZ, ok, normal. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les appuis sont par défaut selon l'axe Z. Donc toujours la direction de l'appui, elle est par défaut selon l'axe Z. Je prends une structure comme ça et la commande appui. Très bien. Maintenant, appui, nous avons les points d'application de la méthode. Donc, il peut être nodal, il peut être linéaire, il peut être surfacique. On verra ça après. Je viens par là, nouvel appui. Dans le nouvel appui, nous avons plusieurs types. Donc, le premier, c'est simple, c'est courant, c'est ce qu'on appelle les appuis rigides, donc ce qu'on appelle appui simple, double, encastrement et tout. Et l'autre application, c'est élastique. Maintenant, élastique, l'appui, il peut avoir plusieurs directions. Soit c'est un appui selon X, selon Y, c'est-à-dire la réaction ou le milieu souple, il est selon X, selon Y, selon Z, il peut avoir aussi un coefficient d'élasticité en ce qu'on appelle un coefficient d'élasticité en rotation. Donc ça, Kx, Ky et Kz, c'est les valeurs dont on parle, c'est ce qu'on appelle le KV pour les formules de calcul. Donc quand on calcule KV, donc si ça c'est KY ou KZ, donc ça sera d'autres formules, et ça c'est le cas, KY généralement et KZ, c'est dans le cas des pieux par exemple, pour modéliser le frottement du sol, positif, négatif, donc on peut utiliser les directions KX et KY. KX et KY. KZ c'est la modélisation du sol support d'une fondation, soit superficielle, soit filante, soit radie, et tout ça. Donc je viens par là. Donc je calcule mon coefficient. La méthode consiste. Maintenant, ça dépend des conditions. Est-ce que les directions sont bloquées ou non? Donc si on couche par là, les directions sont bloquées et on laisse libre uniquement la direction selon Z et on va introduire le KV ou le KZ que je donne par exemple 20 000 et je vais l'appeler élastique. Ajouter, fermer. Je reprends ma commande principale qui est élastique, qui est appui. Je peux cliquer encore sur l'appui pour modifier ses caractéristiques. Si je veux modifier la valeur, je ferme par là. Et je commence par la première méthode, c'est nodal, donc appliqué au niveau du nœud. Donc la méthode consiste premièrement à sélectionner l'appui et cliquer sur le point. Cliquez sur le point. Et je vois bien que ce point-là, que le logiciel a introduit un appui de type élastique qui est modélisé par le ressort. Le ressort, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par la raideur. C'est ce qu'on appelle le coefficient d'élasticité. Donc cette raideur et ce ressort-là remplace la structure du sol et comme ça,
logiciel fait une simulation du sol par ce qu'on appelle méthode de coefficient d'élasticité. Donc ça peut être aussi linéaire et ça peut être surfacique. Pour linéaire, moi je préfère utiliser une autre méthode, c'est ce qu'on appelle appui élastique sur barre. Je ferme comme ça, je viens structure comme ça, caractéristique additionnelle, sol élastique pour barre. Donc ça c'est quand on a une barre, elle est posée sur le sol, donc on peut modéliser aussi. C'est pareil ici, c'est la même chose. Quand je viens appui linéaire et j'applique là, c'est pareil que sol élastique sur barre, mais ça c'est dédié uniquement aux barres posées sur le sol. Je viens par là, donc nous avons déjà des sols. Je clique comme ça et je prends mon coefficient d'élasticité de 20 000 et j'appelle ça Elas 02. Ajouter, fermer, je sélectionne mon appui et je clique sur la barre. Vous allez remarquer que le logiciel a affecté, bon, c'est disparu, pourquoi? Parce que c'est une question d'affichage. C'est une question d'affichage, donc on va vers attributs. C'est pour afficher en quelque sorte l'appui élastique. Donc je viens par la sol élastique, appliquer, fermer. Là vous voyez que le logiciel il a à votre avis c'est des appuis élastiques, c'est des appuis ponctuels, non? C'est pas des appuis ponctuels mais c'est des appuis linéaires. L'idée consiste par la suite logiciel, quand on génère calcul, il va faire des divisions en éléments finis à des petits éléments et chaque élément il est borné par deux nœuds, donc chaque nœud aura un appui élastique. Donc ça c'est linéaire, comme on peut le faire, on fait une division et on applique à chaque point un appui élastique. Je peux le faire d'une manière surfacique, je viens par là, XY, je modélise un panneau comme ça, dans le point XY, sans oublier que l'appui élastique il est toujours dans le sens Z. Je ferme et je viens comme ça structure, appui plutôt, pardon. Maintenant, c'est pas nodal, c'est pas linéaire, mais plutôt surfacique. Je sélectionne mon appui et je clique. Je fais ma vue 3D. Ma vue 3D me montre que ça c'est l'affichage comme quoi que le logiciel il a appliqué un appui élastique dans son Z. Comment peut-on savoir que c'est un appui élastique sur le Z? On voit bien ici la forme et ça c'est continu, ça veut dire que cet élément il est bloqué dans ce sens là, donc dans le sens X, dans le sens Y, et il a un appui élastique selon Z. Donc c'est ça ce qu'on appelle modélisation des appuis élastiques. Je peux aussi utiliser la modélisation d'appui élastique pour modéliser les appareils de pont, les appareils d'appui par exemple d'un pont. Donc c'est en néoprène, donc on peut remplacer l'appareil d'appui par un appui élastique caractérisé par une raideur telle que cette raideur est la raideur de l'appareil d'appui. Et de cette façon, nous avons pu un petit peu voir ce qu'on appelle la méthode des appuis élastiques, et comme j'ai dit c'est une méthode très utilisée pour modéliser le sol, pour le cas des semelles superficielles, le cas des radiers, le cas des semelles filantes, semelles pour un soutènement, les pieux, résistance à la pointe, frottement positif, frottement négatif, modélisation du joint aussi, des souffles au niveau du pont, modélisation des appareils d'appui aussi. Tout ça on peut le modéliser par modélisation pour le cas de l'interaction entre voie et ouvrage d'art, voie et tablier. Ça c'est pour la modélisation des ponts ferroviaires. Ça aussi on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode des appuis élastiques.